SPO-.dz. DZ. Alors, on a Lina nous demande si on a une page Facebook. Oui, on a une page Facebook Société pédiatrique de l'Ouest dans laquelle on met toutes les participants, on met tous les liens pour les webinaires qu'on va faire, toutes les journées qu'on a faites et qu'on va faire, Inch'Allah. Nous avons tout, hein. Nous avons une page Facebook, nous avons un lien Twitter, un lien Instagram, une chaîne YouTube, et surtout le site. Si vous voulez, à la fin, Oui. je vais vous parler de ça. Donc, je vais commencer. Vous voyez, Kara? Très bien. Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Le docteur Kara qui parlait, secrétaire adjoint de la SPO, cardiopédiatre. Donc, je vous disais que c'est une situation fréquente, difficile, parce qu'il y a l'angoisse des parents. Déjà, les parents sont angoissés par la fièvre. Lorsqu'elle se prolonge, ils sont vraiment inquiets. Et il y a aussi l'angoisse du médecin. Le médecin devant une fièvre prolongée pense souvent au pire. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une maladie inflammatoire? Est-ce que c'est une maladie héréditaire, etc. C'est pour ça une rigueur dans la démarche diagnostique. Il ne faut pas aller rapidement aux examens complémentaires qui sont poussés. Il faut avoir une démarche. Dans ma tête, si tu fais prolonger, je dois la confirmer. Il y a plusieurs étapes. Je commence par un bilan de débrouillage et après je verrai. Et les étiologies sont diverses. Vous allez voir qu'il y a une dizaine de groupes d'étiologies. La définition, elle n'est pas consensuelle. Pour l'adulte, la fièvre prolongée est définie par une fièvre quotidienne supérieure à 38,3 pendant une durée d'au moins 3 semaines, sans que des explorations simples n'aient pu faire un diagnostic. Donc, ils disent 38,3, 3 semaines, et il y a eu des explorations et ils n'ont pas eu de diagnostic, donc c'est une fièvre prolongée. Pour l'enfant, pas de définition. J'ai trouvé plusieurs définitions. Par exemple, la fièvre est estimée prolongée chez un nourrisson lorsqu'elle dépasse une durée de 5 jours, alors que chez les plus grands, on prend en dit 7 à 10 jours. Même pour la définition de la fièvre, il faut savoir que certains parents ne connaissent pas la définition. Ils vous ramènent un enfant à 37,8 ou 37,9, ils vous disent qu'il est fébrile. Non, la fièvre doit être prise par la voie rectale et elle doit être supérieure à 38 degrés ou égale pour parler de fièvre. La fièvre est dite prolongée si il y a une maladie unique dont la durée de la fièvre excède la durée attendue pour le diagnostic clinique. Ça, c'est des définitions anglo-saxonnes. Donc, si il y a une rhinopharyngite, je m'attends que la fièvre disparaît en 4 ou 5 jours. Si cette fièvre ne disparaît pas, alors je vais parler de fièvre prolongée. Les anglo-saxons parlent aussi de fièvre d'origine indéterminée. Fever unknown origin. C'est une maladie unique d'une durée d'au moins 3 semaines dans laquelle une température de plus de 38,3 est présente la majorité des journées et que le diagnostic demeure incertain après une semaine d'évaluation extensive. C'est canadien. Donc, au moins 3 semaines, 38,3, nous avons fait une évaluation extensive, c'est-à-dire assez importante, et on n'a pas pu poser de diagnostic. Donc, il parle de fièvre d'origine indéterminée. La fièvre récurrente, ce n'est pas le sujet de mon cours, mais c'est différent de la fièvre prolongée. C'est une maladie unique dans laquelle la fièvre ainsi que d'autres symptômes augmentent et diminuent. Il peut y avoir ou des infections distinctes, mais répétées d'un même système, soit des otites à répétition, soit des pneumonies à répétition, soit des infections urinaires à répétition, par exemple. Ou bien, c'est des infections distinctes à des intervalles réguliers, impliquant des organes différents, dont la fièvre est une composante variable. Donc, c'est des fièvres récurrentes. Là, c'est des organes différents. Il fait une méningite. Quelques semaines ou quelques mois après, il va faire une infection urinaire. Là, il faut surtout penser au déficit immunitaire. Pour la fièvre périodique, c'est des épisodes de température avec des symptômes qui sont similaires à chaque fois et qu'on peut prévenir. On sait que chaque 3 semaines, il va faire une fièvre, des arthralgies, des aftes, et on va penser à une certaine maladie. C'est la fièvre périodique. Moi, je vais essayer de parler que de la fièvre prolongée. Premièrement, affirmer la réalité de la fièvre et son caractère prolongé. La prise de la température doit être adéquate, la voie rectale. Il faut bien définir la fièvre. On doit se mettre d'accord que la fièvre est définie par une température supérieure à 38 degrés. Éliminer les fièvres à répétition. Éliminer le syndrome de Munchausen par procuration. Et plutôt psychiatrique, c'est des mamans qui veulent aller à l'hôpital, qui veulent rester à l'hôpital. Chacun de nous a eu un syndrome de Munchausen par procuration. Et elle vous dit que son fils a eu de la fièvre le soir jusqu'à 40 degrés.
Lorsque vous les examinez, il n'y a rien. Lorsque vous faites des examens complémentaires, il n'y a rien. Mais une véritable maladie de la mère doit être prise en charge. Parfois, la vie de l'enfant est en danger. Il y a la thermopathomimie, c'est des adolescents ou des jeunes enfants qui font chauffer le thermomètre et qui vous disent qu'il y a eu de la fièvre. Donc, il faut faire attention. Si vous pensez à ce diagnostic, essayez de vous prendre vous-même la température. La deuxième étape, c'est chercher un terrain particulier. Une infection nosocomiale, un enfant qui a été hospitalisé et qui est fait quelques jours après une prolongée, il faut faire attention à l'infection nosocomiale. Il faut aussi parler des déficits immunitaires. Soit il est connu, c'est un enfant connu pour déficit immunitaire, soit il a eu un traitement immunosuppresseur pour n'importe quelle pathologie, par exemple PTI, soit il a eu une neutropénie, moins de 500 pendant plus d'une semaine avant le début de la fièvre. Donc, il a eu une neutropénie, il fait de la fièvre, donc c'est un enfant considéré comme déficient dans son immunité. Soit c'est un enfant porteur de VIH, soit il a eu une corticothérapie prolongée. C'est quoi une corticothérapie prolongée? C'est plus de 0,15 mg par kilo par jour pendant plus de 2 semaines dans les 3 mois précédant le début de la fièvre. Un enfant qui a pris cette corticothérapie est considéré comme ayant un déficit immunitaire. Transitoire, mais il a un déficit immunitaire. Donc, on va réfléchir autrement chez ces enfants. Troisièmement, établir une coupe de température, c'est extrêmement important sur plusieurs jours pour voir quel est le type. Cet article du New England Journal of Medicine dit que en voyant la coupe de température, on peut régler 30% des infections, des fièvres héréditaires périodiques. Par exemple, le premier à droite, à gauche, vous montre une fièvre familiale méditerranéenne où il y a un pic important pendant 1 jour ou 2 jours avec une série des vomissements, des arthralgies et une éruption. Le deuxième, c'est un syndrome d'hyper-IgD. Le troisième, c'est un TNF récepteur, c'est une maladie dermatologique avec une conjonctivite, des arthralgies, etc. Vous voyez que les courbes de température sont très importantes. On prend la courbe de température chaque 3 heures si la fièvre est aiguë, quelques jours, chaque 6 heures si elle est chronique. Ici, une maladie de style où vous voyez que l'enfant fait de la fièvre à partir de 16 heures, 20 heures, minuit, après ça descend. Il ne fait plus de fièvre, après ça augmente. Cette façon de voir pour la température est particulière pour certaines maladies inflammatoires, dont la maladie de style. Bilan de première intention, il faut demander la formule, la VS, la CRP, un bilan hépatique complet, un ionogramme, l'urécréa, un ECB des urines. Si on peut faire des hémocultures, c'est bien, une radiographie de thorax et une échographie abdominale. Certains ajoutent l'écho-cœur, mais c'est surtout si vous avez des antécédents de cardiopathie ou vous entendez un souffle, cherchez une endocardite. Il faut savoir comment réfléchir devant une formule sanguine. 2 choses, la polynucléose est évocatrice d'infections bactériennes, dans 75%, lorsqu'il y a une hyperleucocytose à polynucléaire, dans 75%, c'est une infection bactérienne, mais elle existe dans 90% des cas dans les maladies de système, les maladies inflammatoires, sauf dans le lupus érythémateux systémique. Là, on a une fièvre prolongée, on n'a pas d'hyperleucocytose. L'absence d'hyperplaquétose au cours d'un syndrome inflammatoire chronique associé à des arthralgies ou des douleurs osseuses importe la recherche d'une pneumopathie. Donc, si vous avez un syndrome inflammatoire important et les plaquettes restent normales ou abaissées, il faut faire attention, il faut penser à une pneumopathie. Bien sûr, si on a une bicytopénie ou une pancytopénie, allez directement à l'hémopathie. Pour la VS et la CRP, une VS entre 20 et 80 mm a peu de valeur discriminative. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir que la VS, on la voit que au cours de la première heure. On ne parle plus de VS deuxième heure et que la VS est corrélée de façon importante au taux d'hémoglobine. Donc, s'il y a une anémie importante, la VS ne veut rien dire. Mais lorsque la VS est supérieure à 100, on retrouve fréquemment un diagnostic soit de cancer, soit de maladie auto-immune, soit de maladie de Kawasaki, ou des formes systémiques d'arthrite juvénile idiopathie. Donc, lorsque c'est supérieur à 100, faire attention et il faut penser au cancer, maladie auto-immune, Kawasaki et AGI. La CRP est élevée dans les infections bactériennes, ça on le sait, mais aussi dans les maladies systémiques en dehors du lupus, où il y a une discordance entre une VS très accélérée et une CRP normale ou peu élevée. Et je vous ai dit, il n'y a pas d'hyperleucocytose. Et les cancers. Donc la CRP peut être élevée dans les cancers.
Une CRP normale est retrouvée dans les fièvres d'origine bénigne, mais elle est aussi normale dans 83% des infections virales. Pas 100%, on peut avoir une infection virale avec une CRP élevée, mais elle est souvent normale. Quelles sont les grandes cartes étiologiques? Vous voyez cette étude un peu ancienne de 1992 qui vous montre que les infections, c'est plus de 50%, c'est près de 50%, les maladies de système, 19 à 20%, les cancers, moins de 10%, les sans diagnostic, jusqu'à 25%. Il faut savoir que beaucoup de fièvres, on ne peut pas poser le diagnostic. Je vais en parler. Les maladies inflammatoires du tube digestif, 1%, et les divers, près de 10%. Cette étude a mis une différence entre les enfants de plus de 6 ans et de moins de 6 ans. Vous voyez que les enfants de moins de 6 ans, c'est surtout les maladies infectieuses qui sont à l'origine des fièvres prolongées. Pour les enfants de plus de 6 ans, c'est surtout les maladies du système, les maladies inflammatoires, auto-immunes ou non, qui sont à l'origine de fièvres prolongées. Les cancers, c'est à peu près la même chose. Et pour les sans diagnostic, c'est surtout les enfants de plus de 6 ans. Étude faite ancienne, faite par M. Bourillon, et les enfants de moins de 3 ans, il a trouvé que les 3 quarts, 75%, c'est des causes infectieuses, soit prouvées, soit présumées virales. Et les maladies inflammatoires, c'est 20%, et les fièvres inaugurales d'une fièvre périodique, c'est dans 7%. Donc, vous voyez que c'est surtout l'infectieux qui est à l'origine de fièvres prolongées et qu'il ne faut pas aller rapidement au milligramme, sauf si on a des signes cliniques. Cette étude rétrospective de Monastir, sur 10 ans, elle a trouvé essentiellement des maladies infectieuses, soit localisées comme cytatique, pyénophorose, pneumonie, une DDB surinfectée, une endocardite, soit généralisées, les rickétsioses, la fièvre typhoïde, et dans 8 cas, la leishmaniose. Elle a trouvé en deuxième lieu les maladies inflammatoires, le rhumatisme articulaire aigu, l'arthrite chronique juvénile, néoplasie, tout simplement 2 cas sur 67 cas de fièvre prolongée, et indéterminée, c'est à peu près la même chose que les maladies inflammatoires. 13 cas, ils n'ont pas pu poser le diagnostic étiologique de cette fièvre prolongée. Cette plaque nous montre une étude faite à Casablanca à propos de 82 cas. Ils ont trouvé 56% d'étiologie infectieuse, 24% de maladies inflammatoires. La Kawasaki est retrouvée dans 13 cas. Les hémopathies, 4%. Et aucune étiologie n'a été retrouvée dans 6,4% de cas. Ce qu'il faut aussi savoir, plus la fièvre est prolongée, moins c'est infectieux et plus inflammatoire ou néoplasique. C'est-à-dire, s'il y a une fièvre prolongée de 3 mois ou de 4 mois, c'est plutôt inflammatoire que infectieux. Bien que j'ai vu, moi, des cas hasard qui traînaient sans poser de diagnostic avec des fièvres qui restaient 2 mois, 3 mois, jusqu'à ce qu'ils s'aggravent, cette cas hasard dans une pancytopénie des syndromes hémorragiques pour que le diagnostic soit évoqué. Mais plus on s'éloigne, plus c'est inflammatoire ou néoplasique, moins infectieux. Cette étude canadienne pour les fièvres prolongées, plus de 50% infection, néoplasie 6%, inflammatoire rhumatologique 9%, son diagnostic supérieur à 25%. Supérieur à 25% dans une étude canadienne publiée en 2017, il reste sans diagnostic. Quelles sont les causes infectieuses les plus fréquentes? Essentiellement les pyélonéphrite, infection urinaire. J'ai mis attention aux associations fortuites avec les rhinopharyngites. C'est-à-dire, c'est un enfant qui vient en consultation, le nez qui court, une pharyngite, une fièvre qui dépasse 3 jours. Souvent, on le met sous antibiotiques pour traiter une pharyngite. La fièvre ne disparaît pas. Il ne faut pas changer d'antibiotique. Il ne faut pas se dire, j'ai mis une pénicilline, ça ne va pas, je vais changer de groupe, je vais donner un macrolide. Il faut chercher essentiellement s'il y a une autre cause de cette fièvre. Si ça devient prolongé, on doit faire un télothorax, on doit faire un ECB des urines parce qu'il y a beaucoup de pyélonéphrite qui sont avec une association fortuite. Pour les étites, ils peuvent demeurer hyperthermiques au cours d'un traitement initial inapproprié, c'est-à-dire il y a un protocole pour traiter les otites. Il ne faut pas, par exemple, commencer par les macrolides ou il faut d'abord commencer par l'amoxicilline ou bien une association amoxicilline-acyclavinane. Une otite maltraitée va, même si la douleur peut diminuer ou disparaître, mais la fièvre va être prolongée. Les pneumopathies, on sait tous que les signes radiologiques peuvent être tardifs par rapport à la clinique, mais il y a de véritables pneumonies infectieuses, bactériennes, où la radiologie est là avant les signes auscultatoires. C'est un enfant qui a de la fièvre, on l'examine, il n'y a rien,
il faut, si ça se prolonge, il faut faire un téléthorax à la recherche d'une pneumonie. Les moins fréquentes, c'est la tuberculose, la fièvre typhoïde, la brucellose, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, la maladie des grippes des chats. J'ai vu dans certaines publications en France plus de 5% des causes des maladies des fièvres prolongées. La maladie des grippes des chats, on ne la connaît pas très bien ou on ne sait pas la diagnostiquer. C'est des enfants qui font une fièvre prolongée avec une altération de l'état général, un amaigrissement, parfois des douleurs hépatiques, parfois on trouve des images à l'échographie au niveau hépatique, parfois on fait des biopsies hépatiques et c'est une maladie qui est transmise par les grippes des chats. C'est une infection bactérienne, répond parfois à l'azithromycine. Les virales, l'Epstein-Barr, rare chez l'enfant, mais il existe. Le CMV, l'herpès. CMV, on a des problèmes pour poser le diagnostic. Il faut savoir que les anticorps, il faut bien les interpréter. Les parasitaires, le fameux calazale, le paludisme, le toxoplasmose, les fongites, candidose, l'aspergillose, mais c'est surtout la panose en cas d'immunodépression. Les maladies inflammatoires, elles sont nombreuses. Il faut savoir que ces jours-ci, on connaît de mieux en mieux, ces dernières années, on connaît de mieux en mieux le syndrome de Kawasaki. Donc, je vais en parler rapidement. Il est la première cause de fièvre prolongée après les causes infectieuses. Les maladies rhumatologiques, les maladies de style, les masses articulaires aiguës, heureusement, on ne le voit plus, quasiment plus. Les collagénoses, les lupus érythémateux systématisés, la dermatomyosite, les vascularites et les maladies inflammatoires du tube digestif, la colite hémorragique, la maladie de Crohn. Mais ici, rarement, la fièvre est isolée. Pas une fièvre prolongée isolée, il y a souvent des douleurs abdominales, des rectorragies, etc., etc. Donc, c'est l'examen clinique, c'est les autres signes qui vont nous imposer de faire des examens complémentaires pour poser ce genre de diagnostic. Donc, Kawasaki, rapidement, c'est un enfant avant 5 ans, prédominance masculine, une fièvre prolongée au-delà de 5 jours, il a une conjonctivite non sécrétante, une langue framboisée pyléide, un exanthème morbilliforme plus scarlatiforme. Ici, c'est un peu ici, mais en fait, l'exanthème n'est pas pathognomonique. Il y a un érythème des pommes et des plombes, des pieds avec œdème des extrémités. Il y a des adénopathies cervicales, une thrombocytose importante d'une polynucléose, des graisses sous perfusion de immunoglobuline. Il n'y a pas de diagnostic biologique précis. Les définitions sont différentes selon les Américains. American Head Association, en 2004, ils disent que la fièvre doit être prolongée supérieure à 5 jours avec 4 des 5 critères suivants. Érythème conjonctival, atteinte muqueuse, œdème érythémateux des extrémités, éruption de caractère polymorphe et adénopathie cervicale non purulente. Cependant, les Japonais, la Société japonaise de médecine vasculaire, en 2008, dit qu'il faut 5 des 6 critères suivants et un des critères, c'est la fièvre. Il n'impose pas la fièvre prolongée comme un des critères pour poser le diagnostic de maladie de Kawasaki. Je vous ai mis ici une photo de réactivation du BCG, c'est assez pathognomonique. Chez nous, c'est rare. Moi, je l'ai vu une seule fois. Cependant, au Japon et en Taïwan, c'est 3/4 des cas. 3/4 des cas de maladie de Kawasaki ont une réactivation du BCG. Pour les formes incomplètes de la maladie de Kawasaki, qui sont fréquentes, ce monsieur nous propose une fièvre supérieure à 5 jours associée à 2 ou 3 critères cliniques, donc ce n'est pas complet, mais avec une CRP supérieure à 30, une VS supérieure à 40, plus 3 des paramètres suivants, une hypoalbuminémie, une anémie, une élévation des transaminases, des plaquettes après 7 jours qui sont toujours élevées, des leucocytes supérieurs à 15 000, et on peut voir une leucocyturie supérieure à 10. On peut aussi avoir une méningite aseptique. Mon ami Aran m'a prêté ou donné ces 2 images d'anévrisme coronarien. Ils ont eu plusieurs cas secondaires au Covid ces jours-ci à l'hôpital pédiatrique de Canastel. Probablement secondaires à Covid. En 3e lieu, il y a les hémopathies, les néoplasies. Toutes les hémopathies et néoplasies peuvent donner une fièvre prolongée. C'est par exemple la maladie de Hodgkin, ou un des critères pour stadifier la maladie de Hodgkin, c'est la fièvre prolongée. Les neuroplastomes, les lymphomes, les leucémies, etc. Il faut être vigilant, mais pas trop d'angoisse. Si on n'a pas d'autres signes cliniques, c'est la formule est normale, le frottis de son périphérique est normal. Si l'échographie ne retrouve pas de masse, il n'y a pas d'adénopathie profonde, il faut s'arrêter là, sauf s'il y a d'autres signes cliniques.
Il y a le PET scan chez l'adulte qui permet de voir les petites cellules cancéreuses, les petites adénopathies. Il n'y a pas beaucoup de recul en pédiatrie. Il y a beaucoup d'organes qui peuvent nous simuler en PET scan la présence de quelque chose d'anormal. Ne pas oublier l'hyperthyroïdie. Classiquement, l'hyperthyroïdie, il y a une diarrhée, une tachycardie, une fièvre prolongée. Les dysnatrémies, que les troubles endocriniens avec une dysnatrémie peuvent donner une fièvre prolongée, et les malformations cérébrales, surtout au niveau hypothalamique, qui peuvent donner une fièvre prolongée. C'est très difficile. J'ai eu un cas lorsque j'étais dans le service de maladies infectieuses, une fièvre prolongée, et il fallait faire un scanner bien ou une IRM. Pourquoi la faire alors que l'enfant il n'avait aucun signe neurologique? Après plusieurs mois, on l'a fait et on a trouvé une malformation cérébrale. Rapidement, ce n'est pas le sujet. Les fièvres récurrentes héréditaires, c'est un début pédiatrique. Il s'agit d'un groupe de maladies auto-inflammatoires qui inclut à des degrés divers des accès de fièvre avec des séries de stériles et un syndrome inflammatoire biologique. Tous les syndromes de Marshall, d'hyper-IgD, etc. Voici, en gros, la fièvre méditerranéenne familiale, le syndrome d'hyper-IgD, l'AGI, la maladie de Marshall. La fièvre médicamenteuse, comment la définir? C'est une association temporaire entre la survenue du pic de fièvre et de crise médicamenteuse. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il prend un médicament, quelques heures après ou quelques minutes après, il fait un pic de fièvre. Ça, on l'a vu beaucoup lorsqu'on donne une antibiothérapie prolongée, par exemple pour les méningites, où on peut aller jusqu'à 21 jours. On a après 10 jours ou 15 jours des fièvres qui apparaissent. C'est une fièvre médicamenteuse. Ça survient surtout après les antibiotiques et les anti-infectieux systémiques, les anticonvulsivants, les AINS, les neuroleptiques, les vasodilatateurs et antiarythmiques, les antihistaminiques, les antileucotriennes et certains médicaments par phytothérapie. Donc, il faut arrêter toute thérapeutique. Lorsqu'on fait une démarche diagnostique devant une fièvre prolongée, arrêter toute thérapeutique. Il faut arrêter le traitement et voir comment l'enfant va réagir. Certains médicaments donnent un syndrome inflammatoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une CRP positive, une VS accélérée, comme les antihistaminiques, les barbituriques, les sulfamides, les zoniazides, la vancomycine, etc. Cette plaque, je l'ai prise d'un journal de médecine interne qui vous met toutes les molécules actuellement reconnues à l'origine de la fièvre médicamenteuse. Ils mettent le primpéran, l'acide folique, l'albumine, le lazélix, l'hydrocortisone, tous les anti-infections à usage systémique, les pénicillines, les antituberculeux, les lycopeptides, les antiviraux. Il met aussi l'ibuprofène et le kétoprofène. Certains parents donnent de l'ibuprofène à tort et à travers, et cet enfant peut faire comme effet secondaire une fièvre prolongée. La carbamazepine, Decretor, la dépakine, le sulfurique, la théophylline peuvent donner une fièvre prolongée. Et si on reste sans diagnostic, cela existe, il faut l'annoncer, il ne faut pas dire aux parents on doit trouver à tout prix. Beaucoup d'enfants, je vous ai dit jusqu'à 10%, jusqu'à 15% dans certaines études, ils restent sans diagnostic précis. Il faut réexaminer de façon régulière, surtout lorsqu'il y a un signe nouveau, un enfant qui commence à une fièvre prolongée, qui commence à faire des douleurs abdominales ou des douleurs osseuses, il faut le réexaminer bien sûr. Et un guide essentiel, c'est l'état général. Un enfant qui a une fièvre prolongée avec un état général bon, il faut le laisser tranquille et le revoir de façon périodique. Le pronostic est très différent de chez l'adulte. Un adulte qui fait une fièvre prolongée, il faut s'acharner à trouver une néoplasie, PET scan, biopsie, etc. Il faut aussi savoir que la fièvre prolongée peut être le premier signe d'une fièvre récurrente. Donc, première conclusion, 6 points clés. L'âge, les infections, c'est surtout chez les nourrissons. Les maladies inflammatoires occupent la deuxième place et sont plus fréquentes chez les grands enfants. L'aspect de la courbe thermique est important. L'association de frissons va nous faire penser à une septicémie, une bactériémie, une endocardite. L'existence de pathologies chroniques, il faut savoir que si cet enfant fait un déficit immunitaire ou s'il a des malformations, la prise de médicaments toxiques, l'existence ou non d'altération d'état général et l'existence ou non de syndrome inflammatoire biologique. La conclusion, les fièvres prolongées de l'enfant posent un problème de définition et d'étiologie. La plupart des retards diagnostiques sont le fait d'un interrogatoire ou d'un examen clinique incomplet ou insuffisamment répété.
Il faut bien interroger. S'il y a, par exemple, un chien, on va chercher la fièvre boutonneuse. L'interrogatoire doit être précis. Plus c'est chronique, plus il faut être précis. La clinique est une étape fondamentale dans l'orientation et la hiérarchisation des examens complémentaires. On ne va pas faire tous les examens complémentaires alors qu'il n'y a pas de signe clinique. Et cette phrase est un peu difficile à comprendre, mais je vais essayer de vous le dire. Une fièvre prolongée est plus probablement une manifestation rare d'une maladie commune, d'une maladie habituelle, plutôt qu'une manifestation commune d'une maladie rare. Il faut penser aux maladies les plus fréquentes, les infections devant une fièvre prolongée. Peut-être une infection qui n'a pas l'habitude de se manifester comme ça. Elle va se manifester que simplement par une fièvre prolongée, par exemple la tuberculose. Penser à des maladies rares et aller à l'escalade des examens complémentaires. Je vous remercie. Alors, je remercie Dr Telki pour cette communication très belle, exhaustive, et on apprend toujours avec vous, cher maître. Merci beaucoup. Alors, en attendant de recueillir les différentes questions, je propose à Dr Telki de nous faire un petit topo sur la SPO et sur les webinaires, si c'est possible. Oui. D'accord. Et bon, je préviens les participants que d'ici 2 semaines, Inch'Allah, je ferai une... Nous allons faire une réunion. Peut-être chaque vendredi, on va faire la fin de juin. En attendant le déconfinement, peut-être chaque vendredi, on va faire un webinaire comme celui-là. Et moi, je préviens tout le monde que dans 2 semaines, je ferai une communication sur le Kawasaki, les actualités, la différence avec le syndrome inflammatoire multisystémique en rapport avec le Covid-19 et tout ce qui a été mis en ligne par rapport aux sociétés savantes, et surtout sur notre pratique et notre association avec le service infectieux pour la prise en charge de ces malades. Alors, à toi, Dr Telki. D'accord. Alors, je reçois beaucoup de questions, les conversations. Alors, la Société pédiatrique travaille pour mettre ces communications sur les différents moyens de communication, sur le YouTube, sur le Facebook et un lien sur le site pour que ces webinaires, vous pouvez les revisionner tranquillement chez vous. Pour le moment, on ne peut pas le faire, mais très bientôt, Inch'Allah, on va les faire. Oui, je suis en train d'enregistrer ce webinaire. Je ne sais pas combien ça va donner pour pouvoir le mettre sur notre site, Inch'Allah. Donc, je vais parler de la SPO. Vous êtes en train de voir mon écran. Non, on voit toujours ton ancien. C'est bon, c'est bon. Vas-y. Le premier webinaire de la SPO, nous l'avons fait pour être en contact. Nous avons mis, c'était prévu de faire la journée de Mostaganem, c'était prévu de faire la journée d'Oran, mais on fait le webinaire, ça nous permet d'être plus nombreux et de poser le diagnostic. Donc, je vous donne notre email, sociétépédiatrique-ouest.yahoo.fr. Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous envoyer des critiques, vos suggestions, votre désir de faire des conférences. Nous appelons nos amis à faire des conférences avec nous. Nous sommes à votre écoute. Nous sommes en train de faire un programme pour ce mois. Si vous êtes intéressé par partager votre expérience, partager des cas cliniques, nous sommes à votre écoute. Il y a surtout le site spo-dz.com. Vous cliquez. Il y a aussi sur la page Facebook comment adhérer à la SPO, comment être membre du site. Dans ce site, il est très interactif. On a mis des groupes de surspécialités. Par exemple, moi, je suis dans le groupe d'allaitement maternel. Il y a des pédiatres qui posent des questions, d'autres pédiatres qui répondent. Moi, à chaque fois que je trouve une communication intéressante sur l'allaitement maternel, je la mets, elle est commentée, etc. Il y a des groupes de surspécialités de cardiopédiatrie ARA, de dermatite atopique Dr Benzarga, de pneumologie allergologie professeur Doué, etc. D'endocrino avec Madame Zenaki et M. Djahlat, etc. Donc, nous sommes à votre écoute. Il faut que ce site qui est le vôtre, c'est le site des pédiatres. Donc, il est le vôtre des Algériens, des pédiatres algériens. Il faut le faire vivre. Donc, si vous avez des questions, n'importe quel commentaire, faites-le. Maintenant, je vais voir les questions. Est-ce que la maladie de Kawasaki peut se manifester
uniquement par un état fébrile associé à une infection. Il y a certaines infections qui, comme réponse, comme complication, vont donner un syndrome de Kawasaki. Par exemple, le Covid a été incriminé comme complication de l'état inflammatoire important d'avoir des syndromes de Kawasaki-like ou un véritable syndrome de Kawasaki. Mais une fièvre prolongée sans autre signe clinique ou biologique, non. Madame Zouan nous dit que les après-midi, c'est mieux. Et le bilan obligatoire dans la maladie de Kawasaki à part l'échocardio. L'échocardio nous permet de poser le diagnostic. La formule pour voir le syndrome inflammatoire et l'hyperplaquétose, voir les transaminases qui sont souvent élevées, la leucocyturie. Il y a aussi pour voir la souffrance du cœur. Est-ce que le cœur souffre beaucoup? Docteur Ara va intervenir. Oui, je voulais juste vous dire que on a eu des cas où tous les bilans ne concordaient pas et c'était seulement l'écho-cœur qui nous a permis d'orienter le diagnostic et de prendre une décision de prise en charge immédiate par les immunoglobulines. Non, je voudrais te demander quels sont les examens complémentaires pour le cœur. Oui, parfois les examens complémentaires biologiques ne nous orientent pas. Nous, on a eu des... Est-ce que tu demandes des examens complémentaires pour le cœur, pour voir s'il souffre? Alors, pour le cœur, on a la NT-proBNP et on a la troponine. Oui. La NT-proBNP et la troponine sont d'excellents examens biologiques d'orientation vers une souffrance myocardique et ça nous permet de nous orienter vers une atteinte cardiaque dans ces fièvres prolongées, généralement. Est-ce que les enfants avec trisomie 21 font une fièvre prolongée idiopathique? Les trisomiques 21 ont un léger déficit immunitaire. Ils ont des problèmes de nez aplati qui peuvent faire que ces enfants font des infections orales à répétition, mais c'est vrai qu'ils sont plus sujets à faire des fièvres prolongées d'origine indéterminée. Concernant Madame Keisserli, concernant le thermomètre frontal, est-il fiable comparant avec la température rectale? Docteur Zaid, pardon. Docteur Zaid, le thermomètre frontal n'a aucune indication avant l'âge de 2 ans. Il n'est fiable à partir de l'âge de 2 ans. Mais moi, j'ai eu plusieurs thermomètres frontaux et je vous assure que selon les marques, selon les piles, ça peut changer. Donc, le thermomètre frontal, oui, pour surveillance d'une fièvre, mais pour faire le diagnostic la première fois, il vaut mieux une température rectale. Quelle est la place du traitement d'épreuve? Il n'y a pas de place. Certaines équipes devant une fièvre prolongée, ils ne posent pas de diagnostic et ils ont une altération de l'état général. Après avoir fait une moelle, un FSP, ils sont sûrs ou un peu sûrs que ce n'est pas une néoplasie. Ils donnent des corticoïdes en pensant que c'est une maladie de style. Et ils voient, au lieu de laisser l'enfant décéder, il est dans un état général très altéré, ils essaient les corticoïdes. Est-ce que le vaccin BCG protecteur contre le Covid, monsieur, Dr Aoumri de Steve, il semblerait que les enfants fassent moins de Covid à cause de la vaccination au BCG. Ça stimulerait l'immunité cellulaire et ça resterait dans la mémoire. Cependant, 2 études sont en train d'être faites. Une étude en Hollande qui a pris tous les enfants vaccinés et les enfants non vaccinés au BCG, et ils vont nous dire une étude qui est faite en Île-de-France, à Paris et ses environs, pour voir les enfants immigrés qui ont été vaccinés par le BCG, ils font moins de Covid. Mais on n'a pas encore les résultats. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Alors, je voulais juste intervenir par rapport au traitement d'épreuve. S'il vous plaît, le traitement d'épreuve peut être très, très, très dangereux. On a eu 3 ou 4 cas d'endocardite infectieuse qui ont évolué et c'était le traitement antibiotique qui à chaque fois décapitait un petit peu le tableau clinique. Et c'est une évolution qui s'est faite sur 3, 4, 5 mois où, devant la récurrence et la persistance, on a demandé des échos et là, on a trouvé des catastrophes
avec des végétations énormes au niveau des différentes vagues. Et c'est très, très, très difficile pour le traitement après. Donc, s'il vous plaît, pour le traitement euh, à laquelle vous pensez, le traitement, il ne faut pas faire. Il faut chercher l'étiologie, chercher l'étiologie, chercher l'étiologie. Tu as raison. Moi, je ne parle pas des épreuves de traitement à tort et à travers. Je vous ai dit que certaines équipes étrangères où l'enfant est hospitalisé pendant plusieurs mois et que l'état général s'altère, ils ont fait tous les examens complémentaires et ils n'ont pas trouvé d'étiologie. L'état général est altéré et ils se permettent de donner le corticoïde pour que l'enfant ne décède pas. Quelle est la place de l'aspégique dans la prise en charge du Kawasaki? Tu peux répondre? Alors, l'aspégique va être introduit en premier lieu comme à dose anti-inflammatoire. Ça, c'est très, très, très important. Et après, pardon? De façon systématique. De façon systématique. Dès la pose du diagnostic, l'aspégique va être introduit comme anti-inflammatoire. Alors, la dose anti-inflammatoire change entre les anglo-saxons et les francophones. Où c'est entre 50 et 60 pour les Français, par exemple, et c'est entre 60 et 80 pour les Anglais, et jusqu'à 100 mg aux États-Unis. Il faut savoir que ce traitement doit être maintenu 48-72 heures après l'apérexie. C'est-à-dire, quand vous obtenez une apérexie, 2 à 3 jours après avoir obtenu l'apérexie, on change la dose et elle devient une dose anti-agrégante, à savoir 3 à 5 mg par kilo par jour. Alors, chose intéressante, c'est que quand on donne une dose anti-inflammatoire d'aspégique, ça permet de réduire les effets secondaires des immunoglobulines quand on va les donner à dose très forte, surtout les céphalées et les flushs, les bouffées de chaleur parfois. Donc, ça permet de diminuer ces effets et d'avoir une bonne prise des immunoglobulines. Alors, il fait un commentaire. Il nous dit parfois juste demander à des parents une feuille et de mentionner la température de 24 heures, ça permet de stresser les parents. Et souvent, c'est une fausse hyperthermie. Tu as raison à 100%. Courbe de température, c'est important. Et montrer aux gens comment prendre la température. Docteur Bourras me demande est-ce que les fièvres prolongées peuvent être traitées par les moyens physiques? Les moyens physiques ne sont plus de mise. Ils ne servent à rien, ni dans la fièvre aiguë, ni la fièvre prolongée. Il faut aérer la chambre, déshabiller l'enfant et le faire boire de l'eau. Mettre de la glace, mettre des langes mouillées, mettre du pain, ce n'est plus de mise. Est-ce que la carence en vitamine D peut donner une fièvre prolongée? Je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Quand une carence en vitamine D peut faire une fièvre prolongée. Par contre, j'ai lu que la vitamine D a des effets anti-infectieux, c'est-à-dire elle booste l'immunité. Peut-être qu'en étant carencé, on peut faire des infections à répétition. Alors, je vois une question. Arrêter l'aspégique dans le cas de la maladie de Kawasaki. Alors, l'arrêt de l'aspégique sera en fonction du suivi échocardiographique et sera en fonction de la présence ou non d'une dilatation, d'accord, ou la présence d'un anévrisme. Et là, en fonction de ça, on décidera où on va arrêter, où on va continuer, où on va ajouter une double anti-agrégation plaquettaire, ou on va ajouter carrément un anti-vitamine K. Et c'est comme ça qu'on va arrêter les anti-agrégants plaquettaires, à savoir l'aspégique. Notre ami Dr Mahi nous dit que la seule indication de PET scan en pédiatrie, elle est codifiée, c'est le protocole d'extension de traitement de la maladie de Hodgkin. Donc, c'est un enfant qui a une maladie de Hodgkin. On peut faire un PET scan pour voir s'il y a des résidus, etc. Mais jamais pour une fièvre prolongée. Madame Zouer te dit que les corticoïdes sont aussi indiqués en cas de résistance aux anti-inflammatoires dans la maladie de Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs protocoles. Il y a le protocole de M. Kabuyashi qui a fait son score. Et là, parfois, devant des signes d'alerte, il te dit introduire la corticoïde à partir de la première dose d'immunoglobuline. M. Kabuyashi, parfois, utilise des bolus de corticoïdes à la place de la deuxième cure d'immunoglobuline.
Donc, la place de la corticothérapie, vraiment, elle a une place, mais la discussion reste, on a plusieurs protocoles. On a des protocoles qui commencent à 4 semaines après dégression. On a des bolus avec dégression. On a des bolus simples, mais c'est surtout au cas par cas. Moi, personnellement, avec l'équipe d'infectieux, on a eu 2 malades chez lesquels on a commencé la corticothérapie dès la première dose d'immunoglobulines. Et c'était parce qu'il y avait des facteurs de risque avec l'âge de moins de 1 an, avoir une échocardiographie positive alors que très tôt dans le diagnostic. Donc, oui, mais à discuter au cas par cas. Et ça serait bien d'avoir une décision collégiale, comme on fait chez nous, avec l'équipe d'infectieux. Comme ça, on aura une décision beaucoup plus intéressante. Merci. Je vous remercie tous. On a eu plusieurs personnes, des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps qui sont avec nous. Je vous informe que sûrement la semaine prochaine, il y aura la rhinite allergique, de la neurologie pédiatrique et peut-être de la cardio ou des douleurs abdominales aiguës. Il y aura un symposium avec des laboratoires dans les vendredis prochains. Je voudrais remercier aussi tous les participants de toute l'Algérie qui sont connectés aujourd'hui. Tlemcen, Mouchens, Maskar. On est très content de les avoir. Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Oui. Je remercie professeur Zenaki pour sa communication. Je remercie Dr Kabouya aussi pour son aide. Donc, je suis vraiment content de ce premier webinaire. J'espère vous avoir très prochainement. Suivez-nous sur tous les moyens de communication, Facebook, YouTube, sur le site de la SPO. On essaiera de mettre ce webinaire en différé sur les différents moyens et on attend vos propositions, que ce soit pour l'heure, que ce soit pour les thèmes, et on essaiera de répondre à toutes vos questions. J'espère que cet premier webinaire vous a plu. Moi, personnellement, je suis satisfait par les différents participants de toute l'Algérie. Merci beaucoup. Monsieur Kabouya, mettez votre micro. Je vais donner la parole à Madame Zenaki. Merci. Moi aussi, je remercie tous les participants. C'est pas évident de se réveiller tout le vendredi matin pour assister. Donc, voilà. Et puis, je pense que c'est le premier et que ça va continuer. OK. Merci. Monsieur le Président. Oui, alors moi aussi, effectivement, je remercie particulièrement les membres du bureau qui ont été très actifs pour pouvoir préparer ce webinaire. J'espère que ça a plu à tout le monde. D'ailleurs, les remarques qu'on reçoit sont très encourageantes. Et je remercie bien sûr les communicants qui ont fait d'excellentes communications très pratiques. J'espère qu'on va continuer après cette première expérience. Je pense que les autres vont venir et on continuera à activer malgré ce confinement. Merci. À bientôt. Au revoir.